Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Merci Irène. Je suis ravie d'être là et figurez-vous que ça ne me fatigue absolument pas d'être là avec vous ce matin parce que je sais que ces conférences, le salon de la polyarthrite m'apporte beaucoup chaque année et je suis très sensible à la confiance de l'équipe du salon de nous donner la parole en tant que médecin. Je me suis promis de vous faire une conférence qui sera courte, pas trop alambiquée, pour faire place à vos questions. Donc merci encore de votre confiance. Et il y a 2 ans, j'avais fait avec ma psychologue à l'époque du Mans une conférence sur ras-le-bol la maladie. Et je me suis dit, quand on m'a donné ce thème « Être malade, ça me fatigue », que ce n'était pas pour parler que de la fatigue. Être malade, ça me fatigue, c'est probablement beaucoup plus de choses. Et j'ai essayé de vous montrer dans la littérature ce que nous, médecins, on a pu voir. Alors voici, comme il se doit, mes liens d'intérêt. Donc je fais pas mal de recherches cliniques avec les industriels du médicament, donc j'ai pas mal de liens. Et je m'en porte bien. Ras-le-bol, voilà le plan. Ras-le-bol de la maladie, donc on va d'abord parler des conséquences probablement de la fatigue sur votre perception de votre état de santé. Je ferai un focus sur les fatigues, parce que très probablement vous savez que ce n'est pas la fatigue, mais les fatigues qui nous intéressent. Et finalement, on verra qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, nous médecins. Est-ce que vous pouvez également nous donner des éléments pour améliorer cette fatigue? Alors on y va. Ras-le-bol de la maladie. Est-ce que c'est courant? Vous connaissez, je crois, parfaitement ce cercle, parce que hélas, vous l'avez vécu, vous le vivez peut-être toujours. J'aime beaucoup cette présentation et je vous avoue que je l'utilise dans mes enseignements à la faculté en disant aux étudiants, c'est la vie d'un patient qui vit avec une polyarthrite, c'est une altération de la qualité de vie avec toute la journée, parce qu'on leur apprend bien sûr la douleur matinale, les réveils nocturnes, le dérouillage matinal, c'est ce qu'on leur apprend, mais finalement la conséquence de cette inflammation sur l'ensemble de votre nictémaire, comme on dit en médecine, de votre journée, elle est fondamentale. Si on a mal dormi, on est probablement fatigué. Si on a mal dormi, c'est qu'on a probablement un petit peu cogité. On cogite tous, hein. Mais quand la maladie est là pour vous empêcher d'avoir un sommeil, on va forcément avoir dans la journée de la douleur, de la fatigue, et puis tout ce qui va découler de ces symptômes. Pour revenir le soir, si je peux m'exprimer comme ça, avec bien sûr des troubles du sommeil, éventuellement une insatisfaction sexuelle, éventuellement. À nouveau, tous les patients ne vivent pas ce que j'ai mis sur cette plaque, mais c'est une possibilité si on ne prend pas en charge de façon ad hoc la maladie. Donc ça, c'est ce que vous vivez. Moi, c'est ce que j'essaye d'apprendre à mes étudiants de 5e année de médecine, parce que c'est en 5e année que la rhumatologie apparaît. Est-ce que finalement ce ras-le-bol ou cette fatigue de la maladie, elle apparaît tout au long de l'évolution de la maladie? Alors vous pouvez me dire, mais c'est une maladie chronique, Madame Dernis, donc forcément c'est tout au long. Il y a des phases. Il y a la phase de début de la maladie, vous le savez bien, où là ce qui va probablement dominer, c'est l'inquiétude. Je pense que vous avez tous vécu ça, et quand une maladie chronique nous tombe dessus, quel que soit notre âge, hein, parce que hélas on a aussi nos jeunes patients qui peuvent souffrir de rhumatisme inflammatoire, ce qui nous tombe dessus, c'est l'angoisse pour l'avenir. C'est qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais pouvoir me lever le matin? Si on est une jeune femme avec des enfants, par exemple, dans une spondylarthrite, parce que vous savez que la spondylarthrite atteint aussi bien les jeunes hommes que les jeunes femmes. Alors jeune, j'ai mis 27 ans, hein. Comme ça vous met les éléments. Est-ce que je vais être capable d'emmener les enfants à l'école? Est-ce que je vais être capable de les élever jusqu'au bout? Tous ces éléments sont extrêmement importants et je pense que ne serait-ce que cette anxiété sur l'avenir va être source d'une fatigue psychique qui, elle aussi, va engendrer de façon manifeste une fatigue, si je peux m'exprimer comme ça. Et ça s'oppose, le temps long, on va dire, de l'acceptation de la maladie, ça s'oppose avec notre temps court à nous médecins, d'autant plus qu'on essaye le plus possible. J'ai bien relevé ce que Madame la Présidente a dit tout à l'heure, d'autant plus que nous médecins, on essaye d'aller au plus vite maintenant avec cette notion de fenêtre d'opportunité dans la polyarthrite rhumatoïde, vous le savez. Mais fenêtre d'opportunité, donc traiter le plus vite possible pour éviter les dégâts dans le futur, c'est ça la notion de la fenêtre d'opportunité. On sait qu'elle est probablement vraie également pour le rhumatisme psoriasique, peut-être pour la spondyloarthrite. Donc ça, on est un petit peu, on vous brusque au début de votre maladie avec énormément d'informations
et probablement pas suffisamment de temps d'échange. Je vais essayer de passer pas de 10 minutes par diapo, parce que sinon on ne va pas y arriver. Je continue. Ça, c'est une étude qui est un peu ancienne, mais alors, l'état catastrophique, c'est un critère qu'on utilise, le Q5, peu importe, c'est un critère qui va mesurer des éléments qui sont, vous allez voir, subjectifs. Vous avez vu qu'on a la mobilité, l'autonomie, l'activité courante, la douleur, la gêne, l'anxiété dans ce questionnaire. Et la notion de ce questionnaire, la somme de ce questionnaire inférieure à 0, je sais que vous n'aimez pas quand j'utilise ce terme, c'est comme un état pire que la mort. C'est ça la vision de ce questionnaire. Et vous voyez que dans la cohorte espoir, on avait 11% des patients qui, au début de la maladie, se positionnaient comme un état pire que la mort. Donc, avec une importance de la fatigue, des douleurs. Vous voyez que c'est quelque chose qui peut être très important. Alors, vous pourriez dire, mais il n'y a pas fatigue dans votre questionnaire, dans ce questionnaire EQ5. Ce qu'on sait, c'est que dans ce questionnaire EQ5, on a l'influence sur l'anxiété et la dépression de la fatigue. Alors, lorsque la maladie est active, est-ce qu'on est fatigué? Est-ce qu'on est déprimé? Est-ce qu'on est anxieux? Je ne vous apprends rien, c'est extrêmement important. À nouveau, quand je vous marque des plaques comme ça, tout le monde n'est pas déprimé, tout le monde n'est pas anxieux. On est complètement d'accord. On parlait beaucoup moins d'anxiété et de dépression il y a 10 ans en arrière, vous vous souvenez? Maintenant, quand on a vu le post-Covid, vous entendez en permanence parler des états de dépression et d'anxiété. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur, tous autant qu'on est, soignants comme éventuellement patients souffrant ou vivant avec une maladie chronique, de parler de ces éléments d'anxiété et de dépression. Aimé disait dans le film, j'en parlais pas. Je crois que maintenant, il faut essayer le plus possible de parler de ces éléments. Donc tous les patients à nouveau ne sont pas déprimés, vous le savez bien. Tous les patients ne sont pas anxieux à des degrés qui justifient une prise en charge, par exemple, médicamenteuse, mais vous pouvez avoir des éléments d'anxiété, de dépression. Et vous avez vu, je vous marque clairement que cette anxiété et que cette dépression, elle est liée à la fatigue et à la douleur. On verra tout à l'heure la définition de la fatigue, mais cette anxiété, elle est liée de façon importante à la douleur, à la fatigue. Pourquoi? Parce que ces deux symptômes, souvent, vous projettent vers l'avenir. Vous vous dites, si je suis fatigué et je suis douloureux, c'est que ça va mal se passer dans 5 ans. Et cet élément-là, il faut que nous, médecins, on le prenne en charge. Alors, mesdames, c'est comme ça, on est plus douloureuse que les hommes. Mesdames, c'est comme ça, on est plus anxieuse que les hommes. Voilà, c'est un état de fait, on le garde, on le met de côté, c'est pas grave. C'est pas pour ça qu'il faut pas s'inquiéter. C'est pas pour ça qu'il faut pas s'inquiéter de l'anxiété des hommes, bien sûr. La dépression, jusqu'à 53% des patients qui souffrent de dépression. Lorsqu'on souffre de dépression, ça ne veut pas forcément dire traitement médicamenteux, ça veut dire prise en charge, prise en compte. Et vous avez vu qu'elle est corrélée à l'activité, l'altération fonctionnelle éventuellement, et à la fatigue. Donc à nouveau, on est dans une espèce de cercle vicieux où l'ensemble des symptômes vont se mettre ensemble pour arriver à un état de fatigue important. Et quid au moment de la rémission? Parce qu'on pourrait se dire, le patient est en rémission. Vous savez que c'est l'objectif de la prise en charge de tous les patients en 2025. Le treat to target, le traitement à la cible, la rémission. Est-ce qu'on y arrive chez tous les patients? Vous savez que c'est non. C'est à peu près 50-50 au cours de la polyarthrite rhumatoïde débutante. Alors, au moment de la rémission, là, je me suis intéressée à prendre un article qui est en anglais. J'ai traduit. On m'a dit, pas d'article en anglais, Madame Dernis? Bon. Et donc, j'ai traduit. Je vous en prie. J'ai traduit, et vous voyez, c'est le titre de l'article, c'est « L'avis des patients sur la rémission dans la polyarthrite rhumatoïde ». 2 points. L'auteur dit « Vous avez des limites, mais vous êtes redevenu vous-même ». Bon. Donc, c'est ce qu'on appelle une étude qualitative. On interviewe toute une centaine de patients et on leur demande « Pour vous, c'est quoi la rémission ?» Et vous voyez que c'est hyper important pour nous médecins, c'est finalement, OK, réduction des symptômes, on est en commun. Diminution de l'impact au quotidien, on est tous en commun avec vous et moi, je pense qu'on un élément qu'on peut considérer comme probant sur la rémission. À l'inverse, le sentiment de retour à la normalité, je crois que jamais encore en consultation, j'ai dit à un patient, alors vous êtes redevenu comme avant? Parce que je crains qu'ils me disent non. Hein?
Tout simplement, je crains qu'ils me disent non pour une raison très simple. Il est devant moi, ce patient. Il est en consultation. Il dépend du système de soins. Il prend des médicaments. Avant la maladie, il n'était pas en face de moi. Il ne dépendait pas du système de soins. Il n'avait pas des conséquences de prise de sang. Tous ces éléments qui vont finalement être responsables de ce qu'on appelle la perte de l'indépendance. Alors beaucoup, quand je montre ces diapos, souvent on se dit l'indépendance, c'est qu'on n'est pas dépendant d'un fauteuil électrique ou de choses comme ça. Non, l'indépendance, c'est le fait de ne pas être dépendant du système de soins ou de quelqu'un d'autre. C'est tout ça, la notion de dépendance. Et donc, finalement, probablement, à mon avis, c'est un élément qu'il faudra bien prendre en compte dans notre suivi. C'est, bien sûr, vous avez la douleur, les troubles de la mobilité éventuellement, la fatigue, on va y revenir, mais le fait de vous dire, est-ce que vous vous sentez moins dépendant du système de soins, moins dépendant de votre rhumato, est-ce que finalement, ce n'est pas ça? Si vous êtes moins dépendant de votre rhumato, de votre kiné, de tous les professionnels de santé qui sont autour de vous, c'est probablement que vous tendez vers, non pas le retour à la normalité, on pourra en rediscuter, mais vers une amélioration conséquente de votre état de santé. Voilà. Bon, je vais quand même vous parler de la fatigue, parce qu'il y en a pas mal qui sont peut-être venus écouter des choses sur la fatigue. Alors, vous voyez, 20% à peu près de la population générale souffre de fatigue. Cet article date de 86, pardon. Donc il y a plus de presque 40 ans. Donc j'imagine que si je fais ça maintenant, après le Covid, après ce qui se passe, après tout ce qui se passe sur le plan politique, on peut en discuter, j'aurai peut-être 30 ou 40% de la population générale qui souffre de fatigue. Et fort heureusement, on en parle plus, beaucoup plus. Vous voyez, j'ai listé, parce que là c'est volontaire, l'AFP-RIC, c'est tous les RIC, ou c'est tous les MIC, comme on veut le dire, donc les maladies inflammatoires chroniques. Vous voyez que la prévalence, c'est-à-dire la fréquence dans notre jargon, de l'APR, c'est la fatigue au cours de l'APR, c'est 40% à 70% des patients qui vont la vivre. Pas constamment, pas tout le temps. En fonction des phases, elle sera plus ou moins prégnante. Les spondylarthrites, c'est un petit peu moins, 45%, mais vous voyez qu'elle est présente. La sclérodermie, le lupus aussi. Une maladie où la fatigue est souvent un maître mot, souvent difficile à soigner, c'est la maladie de Sjögren. Et vous savez que la maladie de Sjögren peut être associée et soit isolée, primitive, comme on le disait autrefois, soit isolée, associée aux autres maladies. Et n'oublions pas nos patients rhumatisants qui souffrent aussi de douleurs osteoarticulaires dans le cadre des maladies inflammatoires du tube digestif, parce qu'on peut avoir, lorsqu'on a une maladie de Crohn, un rhumatisme associé. Donc, c'est la moitié des patients devraient nous parler de fatigue en consultation. Pas devraient. À un moment donné, peuvent nous parler de fatigue au moment de la consultation. Traduction en anglais. Alors là, j'ai demandé ChatGPT, fais-moi de la traduction. Donc, c'est traduction de ChatGPT. Donc, ça, vous voyez, c'est un article récent. Hein, c'est la fatigue décrite au cours des rhumatismes inflammatoires. Il s'avère qu'ici, c'est une étude sur la polyarthrite rhumatoïde qui est plus étudiée. Il est vrai, il faut le reconnaître. La fatigue est explicitée par deux types de fatigue. La fatigue physique, la fatigue psychique. Là, je ne vous apprends rien. C'est bon? Bon. L'asthénie, c'est le terme médical. L'asthénie, c'est vraiment l'association d'une inadéquation entre votre ressource à faire, votre énergie, et le fait de faire. La fatigabilité, c'est je fais quelque chose que je faisais probablement avant, mais je le fais plus difficilement. Je deviens fatigué. Il y a une fatigabilité. Autre élément qu'on oublie souvent, c'est la faiblesse musculaire. Alors, dans l'article, Jean Bocoto, c'est pas de moi, hein, c'est le thème qu'avaient mis les auteurs de l'article. Faiblesse musculaire, on s'en rend pas compte, mais par exemple, la corticothérapie peut être responsable d'une faiblesse musculaire. Donc, il faut que nous, et vous aussi d'ailleurs, on soit dans cette perception de ces trois types de fatigue. Ça, on les comprend bien. La fatigue psychique, c'est deux éléments importants. Lassitude, je suis lasse, difficulté à réagir, difficulté à faire. Et la perte cognitive, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être brouillé. Ça, c'est authentiquement existant et décrit dans la polyarthrite rhumatoïde. Et je vous livre ici une des descriptions, je trouve, qui est un peu ancienne, mais c'est l'une des descriptions de la fatigue au cours d'un rhumatisme inflammatoire. Lassitude intense, fatigue écrasante, que je diffère bien de la fatigue normale,
parce qu'elle est extrême. Souvent, je n'arrive pas à l'expliquer. Je ne peux pas dire j'ai fait la Java hier soir, ou je me suis couché tard parce que j'ai regardé un film très intéressant, ou lu une... Voilà. Souvent inexpliquée. Et surtout, souvent, cette fatigue qui est multifactorielle ne régresse pas avec le repos. Donc ça, vous voyez que c'est une fatigue qui n'était pas une fatigue normale. C'est une fatigue qui est d'origine multifactorielle, mais pathologique dans notre jargon, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'expliquer. Et vous voyez, ça c'est une phrase de patient. Hein. Alors, est-ce que c'est important qu'on s'y intéresse à la fatigue? Oui, elle est très présente chez vous, donc c'est fondamental qu'on s'y intéresse. Cependant, vous allez voir que c'est une étude qui est un petit peu ancienne maintenant, qui a presque 20 ans. Alors 20 ans, parce que vous vous souvenez, hein, il faut 4 ou 5 ans pour publier une étude qu'on est en train de faire. Donc on a débuté cette étude, c'était une étude, peu importe, de questionnaire. C'est surtout pour illustrer mes propos, regardez pas forcément la diapo. On s'est demandé, est-ce qu'il y a une différence entre la définition de la rémission entre un médecin et la définition de la rémission entre un patient? Bon, il n'y a pas photo. Vous voyez, nous les docteurs, on a besoin de nombre d'articulations gonflées, la prise de sang, nombre d'articulations douloureuses, une EVA douleur. Vous nous dites, vous êtes bien gentils, messieurs, mesdames les docteurs, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'améliorer ma fatigue, d'améliorer ma douleur. Ok, des gonflements, je suis d'accord avec vous. Vous voyez qu'il y a une différence entre le poids de la fatigue pour définir la rémission, qui est très importante pour un patient souffrant ou vivant avec une polyarthrite rhumatoïde, ou une spondylarthrite, ou un Gauchereau, et le médecin qui va probablement moins la prendre en compte. Pourquoi? Parce que moi, j'ai été bercée par ces... Je ne vais pas vous expliquer ce diagramme, hein, ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai été bercée par ça. C'est la fatigue, c'est une histoire de cytokines pro-inflammatoires, c'est parce qu'on a trop de TNF, on est fatigué. Et puis, il y a l'axe hypothalamo-hypophysaire, ça, c'est l'axe des surrénales, très important parce que ça peut être des éléments qu'on va utiliser dans les traitements de la fatigue spécifique, des traitements de type duloxétine, par exemple. Et le rôle du stress oxydatif. Moi, j'ai appris que c'était surtout ça, la fatigue. Je n'ai pas appris que c'était tout ça, la fatigue. Donc ça, c'était 2011. Maintenant, on est assez clair. Lorsqu'on va prendre en compte la fatigue d'un patient souffrant d'un rhumatisme inflammatoire, on ne se focus pas exclusivement sur l'inflammation. Donc, en d'autres termes, ce n'est pas la CRP qui va m'aider. Ce n'est pas la prise de sang qui va m'aider pour dire... Ce qui va m'aider, c'est de prendre en compte, bien sûr, les signes d'activité de la polyarthrite rhumatoïde, les effets indésirables éventuels de médicaments, on va y revenir, mais il y a des médicaments qui fatiguent, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Bon. On va revenir sur le fait que parfois, on a un sommeil qui est complètement perturbé parce que, anxieux, réveil nocturne, etc., etc. Donc ça, c'est les éléments importants. D'un autre côté, vous n'êtes pas qu'une maladie, vous ne souffrez pas que d'une maladie. Vous êtes aussi des individus normaux, avec des douleurs, des humeurs. L'humeur, c'est je suis déprimé ou je suis complètement enthousiaste. C'est ça l'humeur en médecine. Votre sommeil, votre personnalité, votre attente. On n'a pas tous les mêmes attentes dans la vie. Hein. Il y a des gens qui veulent être numéro 1 au golf. Il y en a d'autres, ils veulent être paisiblement en train de bouquiner en regardant la nature. À nouveau, on n'a pas tous les mêmes attentes et à nous... Et à vous de nous dire quelles sont vos attentes aussi, on pourra en discuter. Autres facteurs qui peuvent être très influençants de la fatigue, c'est ce qu'on appelle les comorbidités et l'hygiène de vie. Il est sûr que si vous n'arrivez pas à avoir un sommeil équilibré, vous savez que maintenant on a pas mal de conseils sur le sommeil, si vous avez un syndrome d'apnée du sommeil, tout simplement une autre maladie qui vous donne des troubles du sommeil, votre fatigue sera décuplée. Donc il faut qu'on soit très vigilant de prendre en compte les autres facteurs. Bon, vous savez bien qu'il y en a un qui fatigue un peu plus que les autres de médicaments, hein. C'est le méthotrexate. Est-ce que, ici, ceux qui ont eu du méthotrexate, qui a exprimé de la fatigue sous méthotrexate? Voilà. Alors, quels sont les docteurs qui ont un jour oublié de prendre en charge cette fatigue? Bon. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que vous savez que la fatigue, c'est la pierre angulaire du traitement de la polyarthrite rhumatoïde, du rhumatisme pso aussi, beaucoup moins de la spondylarthrite. Hein. Faites attention, on n'a pas tous les mêmes thérapeutiques. C'est la pierre angulaire, et comme c'est la pierre angulaire, on veut que ça marche. Le méthotrexate, vous voulez dire? Oui, le méthotrexate, qu'est-ce que j'ai dit, une bêtise? La fatigue. Ah, le méthotrexate. Je refais ma phrase. Le méthotrexate est la pierre angulaire du traitement de la polyarthrite rhumatoïde,
beaucoup moins d'espondylarthrite. D'accord ? Donc le méthotrexate, c'est la pierre angulaire. Donc on s'acharne, en particulier quand on est jeune médecin. C'est pour ça que j'ai levé la main. Quand j'étais jeune, je m'en excuse auprès de mes patients, j'étais beaucoup moins attentif à la fatigue. Et vous voyez que là, dans cette étude, on a montré la prévalence de la fatigue. Vous voyez que ce n'est pas négligeable, hein. Méthotrexate Perrotte, 56%. Et j'étais beaucoup moins vigilante quand un patient me disait « j'ai la tête brouillée, je suis déterré ». Je me souviens, un patient, un jour, il m'a dit « je suis déterré ». Alors, comme j'aime bien plaisanter, je dis « bon, ça vous est déjà arrivé d'avoir été enterré ?» Voilà. Mais cette notion, elle est extrêmement importante. Donc, si ça vous arrive, vous le dites. Vous expliquez à votre docteur. N'hésitez pas, parce qu'on peut éventuellement changer la dose et changer la voie d'administration qui peut avoir un petit effet. 10 minutes, voilà. Il faut y penser. Est-ce que la fatigue peut être rencontrée avec d'autres traitements ? Comme je ne pouvais pas passer en revue tous les médicaments, là, je vous ai donné ce qu'on appelle une méta-analyse dans notre jargon, c'est-à-dire qu'on prend toutes les études de toutes les maladies à peu près rhumatismales et on regarde en fonction si ça influence positivement ou négativement la fatigue. Vous voyez que en bas à gauche, en bas à droite, pardon, vous avez la polyarthrite rhumatoïde. Grosso modo, la plupart des traitements ont une certaine efficacité sur la douleur, sur la fatigue. D'accord ? Donc ça améliore dans la grande majorité des cas la fatigue. À l'inverse, si vous vous mettez en haut à droite, vous voyez dans la maladie de Sjögren, c'est beaucoup moins important. Il n'y a pas évidemment, de façon évidente, d'efficacité des différents traitements sur la fatigue. Donc vous voyez que les maladies ne sont pas les mêmes. Alors vous regardez, c'est à nouveau, hein, faites très attention parce que quand on parle de résultats, c'est à l'échelle d'un groupe, d'une étude, ce n'est pas forcément à votre échelle à vous, à l'échelle individuelle, et c'est souvent la difficulté. Donc la fatigue est plus souvent améliorée dans la majorité des cas par les traitements habituels. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller après arriver à ça ? Déjà, ce qu'on peut vous conseiller, vous connaissez nos recommandations actuelles. On a eu la chance d'avoir les associations de malades et je pense que ça, c'est c'était un vrai plus hein, dans nos discussions. On a beaucoup discuté. C'était un vrai plus d'avoir les associations de malades qui, de temps en temps, disaient « Non, mais ça, c'est très important pour les patients ». Et donc, ce qu'on sait, c'est que, bien sûr, il faut une prise en charge pluridisciplinaire. Et vous avez vu qu'ici, en orange, on a beaucoup assisté sur l'activité physique. Vous avez eu des ateliers, vous allez en avoir, sur l'alimentation, éventuellement le soutien psychologique, les éléments professionnels, c'est très important. Ce que nous, les docteurs, on doit faire, ça, vous voyez, par exemple, cette plaque-là, je pourrais la montrer aux internes. Là, on est dans un niveau déjà un peu plus... aux internes de rhumatologie. Je vais leur dire, si ton patient est fatigué, tu vérifies, 1, que tu n'as pas une inflammation résiduelle, que la prise de sang est OK. 2, tu ne vérifies pas qu'il y a un médicament qui ne le fatigue. Demande-lui, est-ce que ça vous fatigue ce médicament ? 3, tu vérifies que depuis 3 mois ou depuis 6 mois, il n'a pas acquis, par exemple, un petit problème de thyroïde. Hein. Vous savez que pour ceux qui ont hélas des problèmes de dysthyroïdie, et vous savez que c'est fréquent les dysthyroïdies dans les maladies auto-immunes associées, quand on est dysthyroïdien, hypothyroïdien, on est épuisé. Donc ça, il faut qu'on le recherche éventuellement. Est-ce qu'il y a une carence éventuellement en vitamine D ? Est-ce qu'il y a un problème, par exemple, avec un médicament de la tension artérielle qui fait chuter la tension ? On se lève et poum, on retombe aussitôt. Est-ce qu'on a un bêta-bloquant qui vient d'être introduit parce qu'on a eu un infarctus du myocarde ? Bêta-bloquant dans les premières années, c'est très compliqué. Ça, c'est le côté très médical, on va dire. Hein ? C'est notre jargon. De l'autre côté, là, on a besoin de vous, très clairement. Il faut nous dire. J'arrive pas à dormir, je suis stressée. Alors vous pouvez être stressé comme tout le monde. Est-ce que la petite fille qui a bientôt 20 ans va avoir son examen, etc., etc. Donc vous pouvez nous parler de ça aussi. Il est vrai que quand on consulte toutes les 20 minutes, c'est compliqué, c'est mon cas. Mais certains collègues, jeunes collègues, maintenant prennent plus de temps, 30 ou 35 minutes ou 40 minutes avec les patients. Lien avec l'impossibilité de maintien dans l'emploi. Je suis désolée, vous savez, il y avait une chanson, hein, le travail c'est la santé. En général, vous connaissez la suite, ne rien faire, la conserver. Il y a des patients, le fait de travailler, ça améliore leur fatigue. Syndrome dépressif, parlez-en, c'est vrai que c'est plus facile en 2025 d'en parler comparativement en 2000. Et voilà, donc on a des petites choses à vous dire, hein, il faut évaluer la fatigue. Alors,
Moi, je fais une EVA, ça m'arrive, pas tout le temps. Si votre docteur vous ne met pas une réglette devant les yeux, c'est pas que ce soit un mauvais docteur, mais c'est qu'il a peut-être une autre façon d'évaluer votre fatigue. Contrôler, réévaluer, garder une activité physique régulière, ne pas méconnaître les signes de dépression ou de surdosage, de surmenage. Ne pas méconnaître le signe, une éducation thérapeutique, la relaxation, tous ces éléments peuvent vous aider. Élément important, lorsqu'on a fait tout ça, on a vérifié les mortalités, la morbidité, les comorbidités, contrôler l'activité, vérifier l'absence d'effets indésirables. On peut vous proposer d'avoir une activité physique, modifier votre comportement, une hygiène de sommeil, ça on peut vous aider à en discuter. Souvent on nous dit mais je me repose mais ça me fatigue encore plus. Bah oui, parfois c'est pas le repos qui améliore la fatigue, c'est, vous voyez dans le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, c'était sur la droite, c'était la fatigue physique parce qu'on en avait fait trop. Donc parfois on va dire ah bah non, il faut bouger tous les jours, c'est 30 minutes de marche tous les jours, jamais 2 jours consécutifs sans rien faire. C'est ça les recommandations de l'OMS. Là c'est pas la recommandation de Mme Dernis, c'est la recommandation de l'OMS. Gestion de tous les éléments associés, biopsychosocial. La gestion biopsychosociale, un rhumatologue doit connaître, parce que quand on a une sciatique, c'est exactement la même chose. Écoutez, il faut qu'on vous soit à votre écoute, parce que sinon, il y a une frustration qui s'engage. Aimer l'a dit, avoir confiance en quelqu'un, on peut lui parler. On peut lui parler de tout. Parler de tout, c'est parler de tout. C'est ça. Et les traitements non pharmacologiques, les TCC, les thérapeutiques comportementales qui ont été étudiées, qui sont efficaces, l'exercice. Alors, je vous montre quelques diapositives de notre service. Bon, évidemment, ce n'est pas les photos de notre service. Voilà. Mais la relaxation, l'auto-hypnose, tous ces éléments peuvent vous aider. Bouger, vous dire non, je ne pourrais pas faire cette rando. Vous dire si, j'y vais. J'y vais. Si possible, avec ma bonne copine qui va me soutenir, on va papoter. Les thérapies cognitivo-comportementales, on en parlait avec Irène, c'est vrai que c'est compliqué, on sait que ça marche, mais il est très difficile de vous dire vous pouvez aller là pour votre TCC, vous serez pris en charge à cet endroit-là. Souvent, c'est dans les hôpitaux de santé mentale ou dans les centres antidouleurs. Il est vrai que nous, dans nos services hospitaliers, y compris hospitaliers universitaires, on n'a pas forcément tout le personnel dédié pour faire ça, mais il faut y tendre. Voilà. Pour résumer, pour avoir quelques... Je ne sais pas si je suis pas trop en retard. Ça va ? Parfait. Bon. Pour résumer, être malade, ça me fatigue. La fatigue, vous avez bien compris, elle est présente dans tous les rhumatismes inflammatoires, toutes les maladies inflammatoires. Plus étudiée dans la PR, mais il ne faut pas la négliger dans les autres rhumatismes. Multifactoriel, comportemental, ça c'est vraiment des éléments qui vont... influer, votre personnalité, votre personne, votre histoire de vie, votre condition de vie, votre contexte de vie va influencer votre fatigue, c'est évident. 50%, si on veut avoir quelque chose dans l'esprit, c'est 50% des patients devraient nous en parler en consultation. Donc si moi j'enseigne ça à mes plus jeunes, vous êtes légitime aussi d'en parler aux plus jeunes ou aux moins jeunes. C'est-à-dire que si en consultation avec moi, je n'ai pas abordé la fatigue, vous êtes légitime de me dire mais je suis crevé. Vous me le dire comme ça, je suis crevé ou j'en ai ras-le-bol. À évaluer surtout en cas de discordance entre l'appréciation globale entre le médecin et le patient. Si tout le monde est content en consultation, comment allez-vous ? Ça va les médicaments, ça se passe bien, pas compliqué, les prises de sang, voilà. Parce que, reconnaissons-le, 50% de nos consultations, c'est quand même des patients qui vont très bien. Et on n'a pas besoin forcément de parler complètement que de la fatigue, on peut parler d'autres choses, on peut parler de sexualité. Non. On peut parler d'autres choses, on fait ce qu'on veut lorsque les patients vont très bien, mais on vous écoute, je pense que c'est un élément important. Dans la PR récente, souvent les traitements de fond sont efficaces rapidement. Attention aux faux amis, la cortisone qui dope, la cortisone qui donne un peu d'énergie, c'est un faux ami, parce qu'on a vu tout à l'heure, elle va vous donner une myopathie, un déficit musculaire. Le méthotrexate peut être responsable de fatigue, donc ça vous en discutez avec votre docteur, mais vous pouvez nous dire j'ai tel médicament anti-interleukine 23. Je dis ça parce que typiquement c'est un traitement qu'on voit dans la spondylarthrite et dans le rhumatisme pso et pas dans la PR. Celui-là me fatigue, je prendrai en compte. Ce n'est pas décrit de façon évidente dans la littérature, mais il faut le prendre en compte. Place importante des traitements non pharmacologiques
comme l'activité physique, à nouveau, 30 minutes de marche par jour, jamais 2 jours consécutifs sans le faire. S'il y a des aidants dans la salle, ou des amis ou des sympathisants, regardez si vous, qui n'êtes probablement pas souffrant d'une maladie inflammatoire, est-ce que vous le faites? Ben non. Donc ça, avoir une activité physique régulière, c'est probablement l'élément le plus important. Et si vous en êtes d'accord, je vais m'arrêter là. Merci, professeur Dernis. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à la salle, j'ai une petite réflexion qui m'est venue pendant votre intervention sur la temporalité dont vous avez parlé au début, à savoir que nous, au début de la maladie, on rentre dans la maladie chronique et la temporalité de notre rhumatologue, ça va être rapidement de nous mettre le traitement en place pour éviter les conséquences délétères. Et en fait, il y a un autre paramètre qui intervient, on en a parlé hier pendant certaines conférences, c'est que les traitements, ils mettent parfois 3-6 mois avant de fonctionner. Et donc là, il y a cette période-là où on est encore avec nos symptômes, et je pense au méthotrexate, puisque vous en avez beaucoup parlé. On va mettre rapidement le méthotrexate pour pouvoir qu'il agisse le plus vite possible, parce que c'est le meilleur traitement en première intention dans la polyarthrite. Et là, bing, en fait, on a l'impression d'être plus fatigué depuis qu'on commence le méthotrexate qu'avant de le prendre. Et pour tenir dans les premiers mois avec cette problématique, c'est pas facile du tout. Tout à fait. Et c'est pour ça que vous avez peut-être vu, lorsqu'on en a discuté pendant la recommandation, c'est le seul moment au cours de la polyarthrite rhumatoïde où les rhumatologues conseillent l'utilisation d'une corticothérapie. Tout à l'heure, vous aurez une conférence sur les flares, sur les poussées, vous en discuterez. Et cette petite corticothérapie, à dose de 0,1 mg par kilo de poids, vous voyez que ce n'est pas beaucoup. Si vous êtes un homme de 80 kg, c'est 8 mg. Si vous êtes une femme de 60 kg, c'est 6 mg. Cette corticothérapie qu'on appelle de pont, de bridge, parce qu'on les a écrits en anglais aussi, hein. Cette corticothérapie de pont, elle permet d'essayer de couvrir cette phase où le méthotrexate n'est pas efficace, voire vous fatigue, en améliorant les symptômes et avec cet effet un petit peu psychostimulant de la corticothérapie. Mais c'est la place vraiment dédiée à cette corticothérapie de pont. Donc, mais on essaye. Voilà. C'est quelque chose qu'on avait pris. C'est pour dire, c'est normal en fait, c'est connu, c'est sûr, mais voilà, il faut s'accrocher pendant ces premiers mois et pour pouvoir ensuite bénéficier de l'amélioration qui va être apportée par le traitement. D'autant plus qu'on est dans une demande d'efficacité. Et si on ne vous a pas expliqué que le méthotrexate, c'était quand même un bon diesel, hein, mais c'est un bon diesel. Il faut que ça soit efficace. Donc il faut l'accompagnement, les premiers mois, c'est compliqué l'accompagnement, parce que comme tout médecin, alors c'est encore pire quand on est jeune médecin. On est très techno, on est dans la technicité. Il faut y aller, il faut faire les infirmières, il faut que je respecte les recommandations. Et cet accompagnement, c'est probablement la phase la plus difficile de l'intérêt de l'ETP dans les unités. C'est très important, mais à nouveau, on en a discuté là récemment avec Catherine Beauvais. C'est moins de 11%, je crois, ou 11% des patients qui bénéficient de l'ETP au début de la prise en charge. Oui, il faut l'avoir près de chez soi. Il faut l'avoir près de chez soi. Voilà. Donc, vous en discuterez avec Alain Sarraud si l'IA peut aider dans le futur. Et pour les biothérapies, il y a moins cet effet assommant qu'il peut y avoir avec le méthotrexate, mais c'est pareil, ça n'agit pas tout de suite, donc la fatigue, elle peut durer quelques temps. Ouais, aussi, et puis n'hésitez pas, hein, parce qu'il y a beaucoup de médicaments qui fatiguent hors de la sphère de la rhumatologie. Hein. Il y a des patients qui vont vous dire que la mise sous statine, ça les a épuisés, mais c'est souvent parce qu'ils sont douloureux. Vous voyez, il y a une espèce de cercle vicieux qui s'installe. Alors, on va passer aux questions. Bonjour. Voilà, moi je suis très très fatiguée, mais par contre je ne me laisse pas aller et je suis hyper active. Je n'arrête pas. Voilà. Eh bien, moi je trouve que c'est bien. Ah bon? Ouais. Alors ça va vous paraître, vous avez compris, hein, c'est la fatigue. Il faut qu'on arrive à lutter contre la fatigue. Et l'un des éléments
lutte contre la fatigue, quand on a éliminé, hein, c'est pour ça que je vous ai volontairement mis les plaques des docteurs, hein, quand on a éliminé un problème de thyroïde, un problème de sommeil surajouté, eh ben, il faut essayer de lutter contre cette fatigue. C'est compliqué, c'est contre-intuitif. Ouais. Je suis crevée, elle me dit de faire du sport. Je n'ai pas dit du sport, hein. J'ai dit de l'activité physique. Oui. Il y a une différence, hein, sport et activité physique, vous savez bien. Donc essayez d'avoir toujours cette activité physique, 30 minutes de marche par jour, si possible, ça dépend où on habite, dans un cadre verdoyant, hein, parce que vous savez que ça a un effet sur le moral. Alors si c'est près de la mer, j'aurais tendance à dire c'est mieux. Donc voilà, essayez d'avoir cette activité physique tous les jours, c'est fondamental. Donc si vraiment vous êtes épuisé, il faut en parler au docteur, peut-être qu'il faut juste faire une prise de sang, mais si rien n'explique votre fatigue, aller sur cette activité physique, c'est très important. Docteur généraliste ou docteur rhumatologue? Une question à droite. Oui, bonjour, merci pour votre intervention. Juste par rapport à la fatigue, j'aurais voulu avoir votre avis sur le fait de prendre le méthotrexate en 2 fois au lieu d'1 fois, comme on commence à en parler. Absolument. Et savoir ce que vous pensez aussi des compléments alimentaires tels que vitamine C, magnésium, tout ça. D'accord. Merci de votre question. Alors, vous avez absolument raison. Lorsque le méthotrexate va fatiguer, il faut qu'on essaye de discuter soit d'une diminution de dose, soit d'une modification de voie d'administration, pérose versus sous-cutanée, soit, et c'est très très à la mode en effet, et probablement que c'est vrai, de couper la dose de méthotrexate en 2 prises. Une prise le matin et une prise le soir. Alors que pendant des années, on vous disait, c'est une fois par jour, une seule prise. Là, il y a des travaux qui tentent à dire, mais il faut être bien précis dans la rédaction de l'ordonnance, de couper la dose en 2 prises. Oui, c'est en effet une piste. Toujours une fois par semaine. Hein. 2 prises le même jour. Hein, 2 prises le même jour. Hein. Ouais. Ça, alors je vous l'explique, mais c'est fondamental. Moi, je me souviens très bien, j'étais interne. C'était le siècle précédent, d'accord. Je me suis plantée. Et je me souviens très bien parce que c'était au staff. Et M. Menkes, à l'époque, qui était en fin de carrière, dit « J'ai reçu une ordonnance d'un pharmacien. Heureusement que le pharmacien avait été vigilant. » Et je me suis plantée. Je n'étais pas très heureuse. Mais on sait tous au moins de planter une fois parce que ça va trop vite, etc. Donc, une seule fois par semaine, si vous l'avez loupé une prise, vous ne la reprenez pas. Vous repartez la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que là, il y a vraiment, c'est ce qu'on appelle des médicaments qui sont sous surveillance particulière. Il y a une dizaine d'années, on a reçu de l'Agence nationale de sécurité du médicament, tous les médecins de France, une lettre en disant attention à la prescription de méthotrexate. Et je vous le dis tout de suite, si votre docteur rhumatologue ou notre collègue généraliste ne marque pas le jour de la prise sur l'ordonnance, c'est une erreur. Il faut marquer le jour de la prise. Donc on peut marquer, par exemple, dans votre cas, si vous êtes très fatigué, prendre le lundi 5 mg le matin et 10 mg le soir, fermez la parenthèse, donc une fois par semaine, la dose totale de 15 mg par semaine. Il faut être extrêmement précis et vous vous souvenez toujours le méthotrexate n'est jamais célibataire, il est toujours en couple avec l'acide folique. Alors justement, une question sur l'acide folique, parce que c'est peut-être la question que vous alliez poser, monsieur. Il y a des rhumatologues qui le prescrivent avant, d'autres après. Alors, qu'en est-il? Alors, je vois que Frédéric Lyoté a une influence dans cette salle. Donc, notre ami Frédéric Lyoté, qui est maintenant professeur émérite, c'est-à-dire qu'il a fini sa carrière hospitalo-universitaire, mais il continue à faire de l'enseignement, conseille, et je pense que c'est un bon conseil, de prendre l'acide folique, donc la vitamine B9, vous vous souvenez, hein, l'acide folique, c'est de la vitamine B9, de la prendre avant le méthotrexate. Alors moi, je me souviens, j'ai un étudiant qui me dit « Mais Madame Dernis, on dit 48 heures au minimum entre les prises. » Donc, imaginons, vous commencez par de l'acide folique, vous prenez vos 5 mg ou 10 mg max, on dit au moins 5, il faut au moins 5. Vous le prenez le lundi, n'importe quel moment, et au moins 48 heures plus tard, vous prenez le méthotrexate. Il y a même certains collègues qui disent pendant la période où on fait le bilan pré-thérapeutique, je recharge, c'est pas très joli, hein,
mais je recharge mes patients en vitamine B9 de manière à ce qu'il n'ait pas de carence. Vous vous souvenez, pour vous rassurer, la vitamine B9, on la donne aux femmes enceintes. On en donne aux femmes enceintes pour la fermeture du tube neural. Voilà. Est-ce que j'ai répondu ? Oui, et ça peut aider à réduire la fatigue. C'est en termes de tolérance. Alors, Voilà. ça n'a pas été forcément étudié spécifiquement sur la fatigue, mais en termes de tolérance, ça permet de réduire certains effets délétères, secondaires du méthotrexate. Une autre question. Merci pour votre intervention. J'ai une question. J'ai appris hier par un rhumatologue professeur. J'ai des problèmes de peau, Oui. et ça vient de la cortisone. Ah oui. C'est-à-dire que ma peau, je ne la reconnais plus, elle est ridée complètement. D'accord. Et je voudrais remplacer la cortisone. Alors, vous avez un très bon professeur. Déjà. C'était hier, c'était un professeur, je ne sais plus comment, le dernier professeur. Serror. Madame Serror. Oui. Madame Raphaël Serror. Et donc là, ça me contrarie énormément. Donc, Alors, je ne suis pas difficile, mais... je vais essayer de répondre. C'est partout. Oui. Et Vous savez, la peau, l'une des caractéristiques de la peau, exception faite de la paume des mains et des paumes des pieds, la peau est à peu près partout pareille. Oui. Excepté, à nouveau, les endroits très fins, etc. Donc, un traitement systémique, c'est-à-dire quelque chose que vous allez prendre dans votre corps, il va diffuser partout. D'accord ? Ça, vous ne pouvez pas faire autrement. C'est-à-dire que le médicament va aller partout. Tout ce qui est en voie systémique, injection comprimée, intraveineuse, ça va partout dans votre corps. La corticothérapie est un médicament extrêmement intéressant dans l'urgence. Dans l'urgence ou, comme on vient de le dire, dans le pont. Mais sur le très long terme, et ça a été étudié depuis près de 50 ans, vous savez que c'est un prix Nobel de médecine, la description de la cortisone, ce médicament sur le long terme, j'expliquerai ce terme, va avoir un effet sur beaucoup d'organes. L'organe qui va être le plus vite touché, c'est l'os. Et dans cet os, c'est à cause du tissu conjonctif. Vous savez que l'os, il y a du tissu conjonctif et du calcium, de la vitamine D. Le tissu conjonctif, vous en avez aussi plein la peau, par définition. Hein ? Vous savez, les crèmes au collagène. Donc le tissu conjonctif, c'est du collagène. Et donc le collagène va forcément être impacté par la corticothérapie. Donc l'une des caractéristiques de la corticothérapie au long cours, je vais m'expliquer ce terme ensuite, ça va être de donner ce qu'on appelle une atrophie, c'est-à-dire que votre peau va être plus mince, de donner des ecchymoses, et de donner ce qu'on appelle la peau cortisonique ou la peau parcheminée. Comme un parchemin, elle est très fine, avec une tendance à avoir des ecchymoses. Donc ça, c'est la peau cortisonique. C'est souvent lié à une prescription sur le très long terme. Et pour lutter contre cette peau cortisonique, il n'y a qu'une chose à faire, c'est essayer de décroître la cortisone. Et normalement, votre organisme, sur plusieurs mois, va reprendre une certaine efficacité du collagène. Diminuer tout doucement la corticothérapie. Ça, il faut que vous le fassiez en collaboration avec votre médecin. Alors, madame, excusez-nous, madame, on va pas faire une consultation individuelle. Vous avez eu déjà beaucoup de réponses. Une autre question ? Je vous réponds après, promis. C'est gentil. Bonjour. Bonjour. Merci pour les informations. C'était une question plus générique dans le cadre d'un non-diagnostic, disons, mais de douleur, douleur rhumatismale, inflammatoire, réveil nocturne, fatigue, etc. Est-ce que l'alimentation peut avoir un impact ? Alors, vous avez eu une conférence, je pense, de notre secrétaire général, le professeur Jérémy Selam. Jérémy, qui est un ami aussi, a beaucoup travaillé en groupe, parce que vous savez qu'on est comme vous. Nous, quand on travaille, on est en groupe en rhumato, on est plus fort en groupe que tout seul. J'insiste sur à nouveau les associations. On a travaillé sur les régimes et sur l'alimentation. Je vous donne les recommandations et elles sont fondées vraiment sur des revues très exhaustives. On demande à nos plus jeunes, à nos chefs de clinique, de faire de la littérature de façon très, 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 très poussée. Il n'y a pas de régime permettant de prévenir l'apparition d'un rhumatisme. Les régimes d'exclusion ne sont pas conseillés par la Société française de rhumatologie. Vous voyez, c'est fort, ne sont pas conseillés.
on vous conseille de ne pas faire de régime d'exclusion. Le régime que la Société française de rhumatologie, ça ne sort pas de notre chapeau, mais sur la littérature, c'est méditerranéen. Donc c'est le régime crétois, c'est riche en fibres, huile d'olive, un petit verre d'alcool 1, pas plus. Voilà, si possible, rouge. Voilà, donc c'est vraiment, non. Et aussi, tout ce qui va être régime d'exclusion, protéines de lait de vache, gliadine, etc., ont beaucoup plus d'effets secondaires, délétères, c'est-à-dire mauvais, que bénéfices. À nouveau, à l'échelle individuelle, peut-être que chacun d'entre vous, vous avez ressenti des améliorations, mais à l'échelle collective, publication, ça n'est pas démontré, l'inverse est démontré, que ça peut être beaucoup plus délétère. Par exemple, la gliadine sur le cardiovasculaire, donc ça c'est le régime sans gluten, et sur le régime sans protéines de lait de vache sur le risque d'ostéoporose. Merci Madame Dernis. Je vous en prie. Par rapport aux questions qui viennent d'être posées, là on va faire une petite pause d'une demi-heure, mais je vais vous donner des tuyaux par rapport aux questions que vous avez posées. Donc par rapport à l'alimentation, et tout à fait en lien avec les recommandations de la Société française de rhumatologie dont Monsieur Selam nous a parlé hier, vous pourrez trouver sur le stand du laboratoire UCB une brochure qui s'appelle l'équilibre dans l'assiette et que nous avons rédigée sur ce thème-là. Donc vous aurez toutes les recommandations par rapport à ça. Ensuite, pour revenir à la prise en charge de la fatigue avec les moyens dont on dispose, Madame Dernis, vous avez vraiment beaucoup insisté sur l'activité physique. Et bien, la conférence qui va suivre là à 11h30, ça sera plus qu'une conférence, ça sera une table ronde sur le mouvement et comment il va pouvoir nous bénéficier. Vous trouverez aussi, pour continuer par rapport à cette intervention, les ateliers et avec des aides qui pourraient vous aider aussi dans ce cadre-là. Des ateliers bien-être, sophrologie, relaxation, shiatsu, un atelier pilates et un atelier sur les bienfaits de l'activité physique adaptée. Donc on est toujours dans le thème. Toujours dans le thème aussi, un atelier vie intime et sexualité. Un atelier soulager les douleurs autrement. Et là, en fait, soulager les douleurs autrement, ça va aussi être soulager la fatigue parce qu'elles sont intimement liées. Et puis un atelier mieux vivre avec la maladie. Madame Dernis vous a beaucoup parlé de l'éducation thérapeutique du patient, l'ETP. Donc vous avez un atelier là-dessus. Et puis on a parlé aussi des conséquences de la maladie sur la vie sociale, la vie professionnelle et sur les angoisses que ça peut susciter et comment tout ce cercle vicieux est alimenté. Au début en particulier de la maladie. Donc vous aurez un atelier sur les droits sociaux, deux même, un sur la vie professionnelle et un sur les prestations de la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Sur nos éditions, il y aura aussi une revue, une brochure « Accompagner un proche souffrant d'un rhumatisme inflammatoire chronique » avec le soutien institutionnel du laboratoire Lilly, et puis la brochure « Comprendre ses droits pour mieux se soigner » qui vous sera offerte sur le stand de votre association contre un petit coupon que vous avez dû recevoir en arrivant. Et puis bien sûr, vous avez compris dans mon introduction l'importance de bénéficier de votre soutien et de votre aide avec les adhésions et les dons, de manière à ce que notre association puisse continuer à vous apporter le meilleur dans ce dont vous avez besoin. Sans le soutien de nos membres, nous ne pourrions pas mener autant d'actions, ni proposer des salons comme aujourd'hui, gratuits et ouverts à tous chaque année. Voilà, donc on vous retrouve à 11h30 pour une table ronde, le mouvement, un incontournable pour votre santé. Bonne pause. Merci Madame Dernis encore. Dire.